Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 7, le dernier épisode de notre série par rapport à la série documentaire Le Nouveau Monde de Champlain. Je suis super contente, encore une fois. Je suis toujours contente, hein. Je suis toujours de bonne humeur. À chaque fois que je vous parle, parce que c'est vrai, c'est tellement le fun qu'est-ce que je fais. Puis encore aujourd'hui, j'ai des invités super. Puis on va écouter l'épisode 7, qui est le dernier épisode. Ça conclut vraiment toute l'histoire par rapport à l'arrivée de Samuel de Champlain, ses péripéties. Ça parle aussi beaucoup d'Étienne Brûlé. C'est super intéressant. Alors, restez parce qu'on va écouter ça vers 1h25. On va écouter l'épisode 7. Puis l'épisode 7 s'appelle Plus qu'un seul peuple, qui est une phrase qui a été dite par Samuel Le Champlain, qui est vraiment une belle phrase. Je trouve que ça représente beaucoup tu sais, l'esprit franco-ontarien, l'esprit canadien aussi, tu sais, comment il y a tellement de diversité culturelle, puis tout ça. Ça a beaucoup rapport aussi avec les invités avec qui je parle aujourd'hui. Je trouve que Plus qu'un seul peuple, c'est beau. Tu sais, ça a un beau lien aussi avec le métissage. Puis pour les jeunes qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a des familles. Ben vraiment, merci d'être là. Vous êtes super gentils de nous écouter. Puis pour les familles, puis les jeunes qui savent pas trop c'est quoi le métissage ou quand que je parle de du fait que je suis métisse. On va parler aussi avec un invité qui est métisse. Quand on dit quelqu'un est métisse, c'est que il y a un parent autochtone et un parent qui venait de la France ou qui venait de l'Europe. Fait que souvent, c'est ça qui est être métisse. Puis du métissage, il y a un métissage en deux cultures. Fait que c'est vraiment ça le terme métissage ou métisse. Puis moi, je trouve ça vraiment cool. Puis une des affaires que je trouve importante aussi, que je veux qu'on se rappelle de cette série, de cet épisode-là, c'est de prendre le temps de faire de la recherche, parler avec vos familles, vos grands-parents, puis tout ça. Vous allez le voir dans l'épisode 7 pourquoi c'est tellement important. On découvre tellement des belles choses. Tu sais, quand j'ai parlé avec Geneviève, on a découvert des belles choses par rapport à sa famille, à ses ancêtres. Fait que c'est vraiment important de le faire. Tu sais, moi je trouve ça tellement cool. C'est vraiment comme un film d'histoire. Tu sais, moi, une de mes ancêtres, c'est Madeleine Euphrosine, qui est comme une des premières enfants métisses. Fait que son père, c'est Jean Nicolet, qui est un explorateur, puis sa mère, c'était une Anishinaabe du Nipissing. Fait que c'est mes ancêtres à moi. C'est tellement comme, je trouve ça fou, c'est passionnant, genre, c'est vraiment cool. Alors, prenez le temps de parler avec vos grands-parents. Vous allez voir une de nos invitées, Mylène. Elle va vous expliquer pourquoi c'est important de prendre le temps de parler avec sa famille pour essayer de découvrir un peu tout ça. Puis, surtout, qu'est-ce que je veux vous rappeler beaucoup, c'est la force de la diversité franco-ontarienne. Tu sais, en Ontario, il y a 80 pays de la francophonie qui sont représentés. Il y a du monde de partout qui parle français en Ontario. C'est vraiment beau. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec des jeunes adultes. Les deux ont participé à l'Écho de Peuple quand ils étaient jeunes. Les deux sont super fiers de leur culture. Alors, je reçois Mylène Levert et Kundera Provo-Yombo. Ah, bonjour vous deux. Allô, ça va? Salut. Oui, ça va bien. Alors, je vais vous laisser vous présenter. C'est vraiment cool parce qu'on se retrouve à l'écran. Quand on était jeunes, on faisait l'Écho d'un peuple ensemble, le méga spectacle. Koudera est un peu plus vieux que nous. Fait que peut-être qu'il s'en rappelle un peu plus que moi et Mylène. Moi et Mylène, on a 18 ans les deux. Mais c'est ça, on se retrouve finalement, mais à l'écran. C'est vraiment cute. Alors, Mylène, je vais te laisser te présenter. Puis après, Koudera va pouvoir se présenter. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, c'est Mylène. Je viens d'Alexandria, en Ontario. C'est un tout petit village, là. C'est une population un peu plus anglophone. Puis, j'ai 19 ans depuis une semaine. Fait que, ouais. J'étudie présentement en communication. Je suis pas trop sûre encore à quelle université parce que je viens d'appliquer dans deux universités différentes. Puis, c'est pas Mhm. mal ça, là. Ouais. Très cool. Puis, Kundera, tu peux te présenter? Ouais, donc moi c'est Kundera, j'ai 22 ans et j'ai grandi et j'habite toujours à Castleman, un petit village dans l'Est ontarien. Et puis j'étudie Mhm. maintenant la science politique et le droit à l'Université d'Ottawa. Wow, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, je vais vous demander, on va commencer avec cette question-là pour mettre les cartes sur table parce que vous avez participé à l'Écho de Peuple les deux. On a aussi des photos que vous allez voir pendant l'émission. C'est quoi votre plus beau souvenir du méga spectacle? Mylène, tu peux Pour commencer. ma OK. part, Oh, oh, oh. vas-y. J'ai pas dit qu'il commençait, j'ai juste dit. Ah, j'ai dit, bon, Mylène, tu peux y aller. Ben, moi, j'étais quand même jeune. J'ai participé quand j'avais 3 4 Mhm. ans, puis je jouais avec ma mère puis ma sœur. Mais probablement, comme vivre Ouais. l'expérience avec ma mère et ma sœur, c'était quelque chose de quand même le fun. Ben, je pense que Mhm. comme un de mes meilleurs souvenirs, c'est probablement juste jouer des rôles. J'aimais bien ça, comme me mettre en costume, puis pouvoir être sur la scène, mais je pense que j'avais vraiment beaucoup aimé la scène. J'étais une petite autochtone qui lavait du linge avec ma mère. Puis là, il y a une bataille qui commence. Puis là, ma mère, il faut qu'elle me prenne, puis qu'on part à la course parce qu'il fallait qu'on se cache. Mais j'étais toujours crampée. Puis ma mère, elle disait que comme quand que je ris, je n'ai plus pesante parce que comme je me laissais faire au bout, là, fait que là, ma mère, c'était plus dur pour elle de m'apporter, là. Mais je me rappelle toujours, là, juste être dans les bras de ma mère Il puis fallait pas que courir. tu ris. Puis, non, c'est ça. Ma mère, elle me disait, Mylène, ris pas, ris pas, ris pas. Puis moi, j'étais là, ah, c'est le fun. Ben, parce que c'est vrai, quand on est des enfants, on comprend pas trop, là. Moi, quand je jouais, je me Non! rappelle, comme, je comprenais pas, là. Il me disait, faut que tu cours dans ta scène. OK, je courais, là, Je veux juste comme, courir. je comprends pas ce que tu
fait, mais c'est des beaux souvenirs. Puis toi, Kundera, c'est quoi ton plus beau souvenir avec le méga spectacle? Moi, c'est définitivement d'avoir joué le rôle de matelot dans l'énorme navire Le Don de Oui, Dieu. Je me rappelle, avant chaque spectacle, j'avais toujours hâte de mettre mon bonnet, de mettre mon costume, puis vraiment d'incarner au maximum le rôle d'un matelot à ouais. bord d'un gros navire. Ah, wow, ouais, c'est vrai. Toi, t'as eu la chance d'être sur le gros navire. Moi puis Mylène, on était trop jeunes. Ouais, Puis c'est vraiment cute aussi parce que tu m'as dit que c'est toi qui voulais être dans l'écho de peuple. Tu sais, moi puis Mylène, on était vraiment jeunes, fait que c'est nos parents qui ont dit, tu sais, c'est nos mères, les deux, qui ont dit, hey, on va aller faire ça en famille. Puis toi, c'est toi qui as dit à tes parents, genre, hey, j'ai envie d'être dans le spectacle, c'est proche de chez moi, je veux être dedans. C'est vraiment cute. exactement, ouais. J'ai vu l'annonce, puis ça m'a vraiment tenté immédiatement. Ouais. Hmm. Puis les deux, je pense moi aussi, on a toutes pris comme une petite pause en grandissant de l'écho de peuple quand le méga spectacle a fini. Puis après, on a toutes reconnecté avec l'écho de peuple de différentes façons. Mylène, ça a été avec les camps culturels. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés au camp culturel de l'écho. Je crois que c'était à Ottawa. On s'est comme retrouvés là. Puis après ça, elle a fait les spectacles dans les écoles, les tournées. Puis Kundera, toi, c'est avec la série documentaire parce que tu joues, dans le fond, c'est fou parce que les deux, on joue les personnages principaux. Fait que tu joues l'autre personnage principal dans la série. Fait que c'est quoi peut-être ton meilleur souvenir? Je pense que Mylène, son écran, il a gelé. Elle va revenir bientôt. Fait que Kundera, tu peux y aller. C'est quoi ton meilleur souvenir par rapport à ton retour avec l'écho d'un peuple dans la série? Ouais, ben, je me rappelle justement dans le tournage du Nouveau Monde de Champlain, mon recré à l'ordre du bon temps. Donc, on était vraiment une grande Mhm. gang. Alentour d'une table, on chantait, on dansait, mais c'était dans un poste de traite à l'extérieur. OK. Puis c'était vraiment en plein mois de mars. Il faisait moins 20 degrés. On Oh, était seulement avec nos petits oh boy. costumes, sans chauffage. Fait qu'on était vraiment en train de geler. Mais tu sais, on était à la Oh caméra, non. fait qu'on essayait que ça paraisse pas trop, mais on était vraiment sur le point de congeler. Mais bon, finalement, c'était vraiment le fun, fait que c'était pas si pire que ça. Ça a été le fun, mais il faisait froid. Ben moi, je suis Exactement. chanceuse. Parce que j'ai pas fait de scène où il faisait froid. Fait que j'ai toujours filmé quand il faisait beau puis chaud. Je suis chanceuse. Mais ouais, j'avoue Ah, que filmer quand il chanceuse. fait froid. Ouais. Puis, oh, Mylène est de retour. Hey boy! C'est bon. Correct, on a fait la question à coup de dérap pendant ce temps-là. Fait que, Mylène, si tu veux, tu peux répondre à la question. C'est parce que tu as reconnecté avec l'écho après, pendant les camps culturels, Oui, puis avec les spectacles. On avait fait les spectacles au Shankman ensemble, tout ça, les gros oui. spectacles de l'écho dans les écoles, puis dans des grosses salles. C'est quoi ton meilleur souvenir avec ces spectacles-là? Ben, en 2017, j'ai participé à l'écho d'un peuple au pays des Teen Screen. Puis ça, c'était des spectacles que je recommençais à m'impliquer dans l'écho. Je pense un des meilleurs Mhm. souvenirs, c'était une soirée qu'on n'avait pas de spectacle. Puis c'était les jeunes du CSI-CAO qui participaient. On a fait une chasse au OK. trésor costumé à Cobalt, puis un peu à New Lescurne. Puis c'est dans le fond juste pour redécouvrir un peu l'histoire de... C'était quand même une belle histoire. Puis après, on s'est rencontrés Mhm. après pour souper ensemble dans un sol, je suis pas trop sûre où. Puis après, ben dans le fond, c'est ça, on a parlé, puis le Brian Saint-Pierre, il a chanté une couple de chansons, puis après, veux pas, tu commences à échanger tes médias, puis tu crées des amitiés, puis après, tu les revois, que tu sois à la Festival, à la Folie, puis comme c'est comme si on s'est Mhm. jamais quitté. Fait que vraiment, juste connecter avec des jeunes, j'ai toujours aimé ça. Ouais, Ouais. ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis vous allez voir dans l'épisode 7, à la fin, ça parle des camps culturels de l'écho, puis de comment on Mhm. rencontre des jeunes, puis tout ça. Puis vous allez voir comme dans l'épisode 7, on me voit, moi, au camp de Pintangouchine. Il y a Miguel qui est dedans, qui est le chum à Mylène, et maintenant c'est mon Ouais. voisin. Tu sais, il y a plein de monde que tu finis par rencontrer. Il y a Andrea, j'ai fait une entrevue avec elle il y a pas longtemps pour l'épisode, puis c'est ça, elle aussi était au camp culturel. Fait que c'est comme tu rencontres plein de monde, tu as plein d'amis, c'est vraiment cool. Puis le but vraiment de l'écho de peuple, c'est de découvrir sa culture, c'est d'apprendre qui on est, notre histoire. Mylène, toi, c'est vraiment par rapport à ta culture autochtone, métisse, tu vas pouvoir en parler. Puis Kundera, c'est par rapport à ta culture africaine. Je pense que c'est ton père qui est congolais, c'est ça? Exactement. Exactement. Fait que, dans le fond, grâce à l'écho de peuple, vous avez peut-être pu sûrement découvrir un peu plus. Tu sais, moi aussi, moi-même, je l'ai dit, là, j'ai tellement découvert grâce à l'écho d'un peuple. Fait que je vais commencer avec Mylène. Peux-tu nous partager la découverte que tu as faite par rapport à ta famille? Parce qu'un peu comme moi, ça a été vraiment plus tard que tu as découvert. Puis après, je Mhm. poserai une question à Kundera. Fait que vas-y, Mylène. Fait que dans le fond, aux 4 ans passés, on a tombé, moi et ma mère, on a tombé sur un livre de notre famille des Jurons, puis ça faisait quand même une couple d'années qu'il était dans la famille, puis on savait toujours qu'on l'avait, mais c'est juste, on a décidé de le regarder. Fait qu'on a commencé à le regarder, puis dans l'arbre généalogique, on a découvert que une de mes arrière-arrière-grand-mères était autochtone. Donc elle était chef de tribu, puis comme son nom c'était chef, chèvre,
quelque chose d'autre, je suis pas trop sûre. Mais son nom de fille, ben, c'est Emma. Puis on trouve ça quand même un addon parce que ma petite sœur, elle s'appelle Emma. C'est vrai. Donc ça a été quand même, ouais. Donc ça a été un secret qui a quand même été caché dans notre famille. On n'en parlait pas trop. Mais là, on le sait, puis ma famille, surtout moi, ma mère, mes sœurs, mon père, puis mon frère, on est quand même très fiers, puis on l'affirme, puis on participe beaucoup plus à l'éco, on partage notre culture, puis c'est toujours que j'ai toujours été fière d'être franco-ontarienne, mais le découvert qu'on est métisse, je pense que j'ai pleuré, là, j'étais tellement contente, puis pouvoir partager cette culture-là avec les autres aussi, c'est tellement beau, là. Mhm. Ben, ça montre vraiment qu'il faut prendre la peine des fois de poser les bonnes questions ou de faire des recherches. Puis ça peut être compliqué, tu sais, un peu comme moi, toi aussi, ça a été caché dans ta famille, le fait d'avoir des gens qui étaient autochtones. Fait que le fait que, je pense que c'est comme vraiment notre génération qui est en train de redécouvrir ça. Puis, tu sais, c'est à vous à la maison, c'est votre chance de tu sais, redécouvrir ça puis vous réapproprier un peu votre culture. C'est vraiment beau. Puis, toi, Kundera, dans le fond, tu as grandi à Castlemaine, qui est un village qui est pas beaucoup multiculturel, c'est dans l'Est ontarien, tout le monde parle français puis tout ça. Puis il y a pas beaucoup d'autres Africains puis il y a pas beaucoup de nationalités à Castlemaine. Comment ça a été grandir dans un village comme Castlemaine? Non, exactement. Comme tu dis, j'ai grandi dans un village, j'étais pratiquement le seul noir. Donc, Ouais. personne à qui vraiment je pouvais m'identifier. Mais je me rappelle justement, avant l'écho d'un peuple, avant un des méga spectacles, l'ambassadeur du Congo était venu voir le spectacle. On a fait une petite cérémonie avant le spectacle. Puis j'avais remis le drapeau franco-ontarien. Puis en retour, m'avait Oh remis wow. le drapeau congolais. Fait que je me rappelle, c'est vraiment à partir Wow. de ce moment-là que j'ai vraiment eu vraiment un désir d'en apprendre davantage sur mes cultures, puis vraiment de plonger dans l'histoire du Congo, de l'Afrique. Puis aussi, en étant un des seuls Africains de mon village, tu sais, les gens étaient vraiment curieux d'en apprendre plus Ouais. sur ma culture. Donc, tu sais, c'est un peu aussi comme ça que j'ai connecté avec mon héritage africain en partageant un peu des morceaux de ma culture avec mon entourage. Oh wow. Puis tu sais, dans l'écho de Pep, tu as eu la chance de jouer des personnages qui étaient africains. Tu as joué Mathieu Dacosta, tu as joué ben là ton propre personnage dans la série documentaire. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir joué des personnages de ton histoire qui te représentent vraiment? Qu'est-ce que ça te fait? Non, je trouve ça vraiment spécial d'avoir joué, en particulier Ouais. Mathieu de la Costa, parce que comme tu l'as mentionné un peu au début de l'émission, il est métis, donc il y a des héritages à la fois portugaises et africaines, donc un peu comme nous Ouais. trois. Euh, donc je trouve ça vraiment spécial aussi de savoir que dans l'histoire canadienne-française, il y a vraiment des personnes avec des origines aussi différentes, tu sais, de plein de pays d'Europe, de pays d'Afrique, qui ont vraiment marqué l'histoire du Canada. Puis je trouve aussi que c'est un beau clin d'œil au multiculturalisme d'aujourd'hui, de savoir que justement, le Canada a vraiment été bâti avec des origines aussi diverses. Donc, non, c'était vraiment Ouais. spécial de jouer Mathieu Dacosta puis justement partager la diversité de la culture canadienne-française. Ouais. C'est vrai. Puis toi, Mylène, qu'est-ce que ça t'a fait de jouer les personnages de ton histoire à toi? Tu sais, quand t'étais jeune puis tu jouais, tu t'en rendais peut-être pas compte que tu jouais quelqu'un qui était ton ancêtre. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Ben, comme j'ai enseigné un peu plus tôt, j'ai toujours été fière de pouvoir dire, ben, dire que de pouvoir participer au méga spectacle de l'écho, pour moi, ça a toujours été quelque chose de gros, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé dire. Comme quand que Félix venait à mon école élémentaire avec le mini-écho, j'étais toujours excitée de dire comme, moi, je le connais, ce monsieur-là, je me trouvais bien bonne. Oui. Mais j'ai toujours été attirée vers la culture autochtone dès un très jeune âge à cause de l'écho. Ils m'ont permis de découvrir ça. Puis ma mère, elle avait toujours trouvé ça comme un peu étrange que je posais bien des questions. Puis j'étais vraiment comme intéressée dans cette culture-là. Mais je veux pas, j'ai pu connecter avec mes ancêtres sans savoir que je connectais avec mes ancêtres dès un très jeune âge. Puis je pense que sans l'écho, j'aurais jamais été aussi fière au point que je suis aujourd'hui. Puis je veux pas pouvoir dire que j'ai un peu incarné mes ancêtres, c'est un sentiment que ça se décrit pas. C'est comme tu ressens de la joie, de la fierté, tu te sens plus proche avec eux. C'est toujours un sentiment que je suis fière d'avoir. Puis ça se décrit pas. C'est un sentiment personnel que quand tu l'as, là, tu veux jamais le perdre. Là. Je sais pas ça a du sens. Ouais. Ouais. Puis là, la photo qu'on vient de voir, c'est une photo avec Félix Saint-Denis. Ça fait plusieurs fois qu'on montre des photos de lui dans the good old days, comme on dit, là, quand c'est pas mal drôle. Oh, Félix, on montre plein de photos de lui. Puis là, il y a Claudine Surprenant qui nous écoute toujours. Bonjour, Claudine. Tantôt, elle nous a dit bonjour, puis elle a dit qu'elle se rappelle de la journée que Kundera racontait, là, qu'il a fait l'échange des drapeaux. Fait que c'est des beaux souvenirs pour tout le monde. Puis, comment est-ce que votre culture a continué? Peut-être, ça m'intéresse surtout de parler avec Kundera pour ça, mais parce que Mylène, je sais qu'elle a fait la FESFO, puis tout ça, c'est beaucoup impliqué dans les écoles. Mais je vais te laisser répondre aussi, Mylène, parce que c'est super intéressant. Mais Bon. comment est-ce que votre culture
comment est-ce que ça l'enrichit comme les Ontariens, la culture franco-ontarienne? Comment est-ce que comme vous-même, vous décidez que vous allez aider ou comme aider à la diversité, des choses comme ça, passer des messages? C'est ça. Peut-être Kundera, comment est-ce que ça t'influence ta culture à toi envers la culture franco-ontarienne? Ouais, ben, je pense qu'à la base, la culture congolaise puis africaine en général, c'est vraiment une culture qui est très collectiviste, c'est avec des valeurs familiales très ancrées, le Mhm. partage, l'entraide, vraiment tu sais, le sens de communauté. Fait que je pense que c'est ça que Ouais. j'essaie de vraiment de partager au quotidien avec la communauté franco-ontarienne, que vraiment ces deux cultures qui se marient très bien, tu sais. La culture Mhm. franco-ontarienne, c'est un peu ça aussi, des gens avec des origines différentes, comme tu le mentionnais, de 80 pays de la francophonie différents, mais qui viennent se Ouais. rassembler autour de la culture franco-ontarienne. Je pense que la culture africaine, c'est aussi ça un peu, c'est vraiment le sens de communauté. Donc, je pense que c'est ça que j'essaie de partager au quotidien, vraiment, ce sens de communauté avec les deux cultures. Mhm. Ouais. Puis toi, Mylène, comment est-ce que t'as utilisé ta culture métisse pour enrichir la culture franco-ontarienne? Ben, je veux pas, j'ai grandi dans une famille qui était premièrement, très, très fière d'être franco-ontarienne, puis on est encore plus Ouais. fiers d'être métis. Mais moi, personnellement, lorsque j'ai su que j'étais métisse, j'ai voulu en apprendre plus que je savais déjà. Donc, à mon école Mhm. secondaire, il y avait un programme qui m'a permis de prendre des cours sur la culture autochtone. Donc, ces cours-là m'ont permis de pouvoir partager mon expérience et ma fierté dans les écoles de mon conseil et parler à la journée unie, trois petits points CESE-CEO pour partager Mhm. un peu mon histoire puis encourager les jeunes à poser des questions à leur famille parce que tout le monde veut pas te plein d'ancêtres puis c'est jamais qu'est-ce que tu peux découvrir. Il y a chaque histoire sont différentes puis c'est tellement des belles histoires. Mais je trouve aussi, grâce à ce que j'ai fait, ma famille est beaucoup plus fière d'où ils viennent puis ils l'affirment beaucoup plus. Puis, veux pas, personnellement, Mhm. moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous donner. Elle nous donne une deuxième chance à encore affirmer nos racines, puis on en profite pleinement. Ouais. C'est un peu l'idée de réconciliation dont on parlait avec Mhm. Andrea l'autre fois, là, de réconcilier les cultures puis tout ça, de représenter notre culture à nous. C'est vraiment beau. Puis peut-être une dernière question avant que je nous fasse une petite introduction vers l'épisode 7. Comment est-ce que l'écho d'un peuple a affecté votre vie, que ça soit du côté des arts, de la culture, de votre histoire? Tu sais, Kundera, t'as joué quand même dans une série documentaire de 7 épisodes. Tu sais, ça a été vu dans plein d'écoles. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui l'écoutent, tu sais, en ce moment, que c'est sûr que ça les affecte. Il doit y avoir des jeunes qui sont congolais, africains, qui voient ça et qui disent, waouh, tu sais, il y a quelqu'un qui est représenté. Comment est-ce que ça t'a affecté, ça, l'écho d'un peuple? Non, exactement. Je pense que l'écho d'un peuple, tu sais, à la base, c'est ça, c'est une communauté de gens qui se rassemblent autour de la fierté pour la culture franco-ontarienne. Puis je trouve ça vraiment bien que Mhm. l'écho d'un peuple a justement tu sais, accueilli des gens de diversité différentes, de pays différents, pour justement pouvoir aller parler un peu à la jeunesse canadienne, de leur montrer que la culture franco-ontarienne, tu sais, rassemble tout le monde. Puis je pense que dans le monde Ouais. d'aujourd'hui, c'est vraiment important de toujours se rappeler que, tu sais, en fin de compte, on peut toujours se rattacher à la même culture. Tu sais, on est vraiment un peuple uni. Puis je pense que c'est important de le rappeler toujours au quotidien. Puis justement, des séries comme ça, ou des spectacles comme l'Écho d'un peuple, je pense que c'est vraiment essentiel dans la culture quotidienne pour rappeler aux gens que ce sens de communauté-là autour de la culture franco-ontarienne puis canadienne-française en général. Mhm. Ouais, c'est vrai. Puis là, Félix et Denis, ils viennent mettre un commentaire sur Facebook. Il a dit, peu importe d'où tu viens, tous les pays ont des ancêtres autochtones. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est Ouais. tellement C'est vrai. intéressant. Fait que de juste aller Mhm. essayer de comprendre tout ça, essayer d'apprendre là-dessus, d'écouter l'écho d'Evelyne, ça l'aide beaucoup. Fait que merci de m'écouter. Peut-être, Mylène, dernière question, un peu comme la question de Kundera. Comment est-ce que l'écho d'un peuple a affecté ta vie en général? Je trouve l'écho, ça m'a C'est une grosse donné comme une question, hein? piqûre. Ouais, ça me fait penser. L'écho, ça m'a donné comme une genre de piqûre de fierté. Puis ça m'a aussi beaucoup, Ouais, beaucoup dégêné dès un très jeune âge. Je veux pas, tu joues devant des ouais, milliers de personnes, là, tu peux pas être gêné, là, tu peux pas vouloir embarquer sur scène. Puis ça m'a vraiment poussé à faire beaucoup de choses. Comme au secondaire, j'ai participé à Festival, j'ai participé à la Folie, j'ai fait des tournois d'impro, je parlais avec plein de jeunes franco-ontariens, puis j'ai participé à la troupe des cafés chantants, puis j'affirmais beaucoup plus. Je l'ai vraiment apporté comme la fierté franco-ontarienne à mon école, puis je suis comme 100% certaine, genre, que si j'aurais pas fait l'écho, ça m'aurait jamais permis de me pousser à ce point-là parce que je voulais vraiment partager ma culture franco-ontarienne et métisse avec les autres que je rencontrais. Ça m'a ouais. permis de faire plein de belles affaires. Puis ça m'a juste, on dirait,
sans l'écho, là, la vie que j'aurais aujourd'hui, je pense pas qu'elle serait la même. Puis elle m'aurait pas permis de rencontrer, je veux pas, toi, Evelyne, mon chum, beaucoup de monde. Fait que je pense que Ouais. j'aurais une vie complètement différente si j'aurais pas l'écho, là. Ouais. On s'est rencontrés grâce à l'écho. C'est ça qui est Ouais. vraiment, c'est une belle histoire, un peu comme JF puis JS, quand, ben, Jean-François puis Jean-Sébastien, l'autre fois, là, ils racontaient une petite histoire un peu de bromance, les deux gars qui sont devenus meilleurs amis à l'écho. Oh Mais moi puis mon Dieu. Mylène, c'est vraiment drôle, parce que c'est ça, quand on était jeunes, on était à l'écho, on s'est revus au camp Mhm. culturel à Ottawa, je pense à De Ottawa, La oui. Salle. Ouais. Oui. Oh Puis my là, God, je me on se rappelle. connaissait, on était comme, on s'est déjà vus. Puis là, en parlant, on était comme, ouais, moi, j'ai fait l'écho. Puis là, t'étais comme, ouais, moi aussi. Après, j'étais comme, oh my God, c'est comme quand on était jeunes, on jouait ensemble dans un spectacle. Ouais. C'est tellement fou. Puis là, on s'est comme re-rencontrés là. Puis après, en impro, on n'arrêtait Ouais. pas de se croiser partout, à la Ouais. FESFO. Avec Fait le que concours c'est là vraiment fou. aussi. C'est des concours là aussi. Tu sais, c'est des belles rencontres qu'on a fait. C'est vraiment beau. Puis c'est quoi la photo que on a vue de toi avec un tambour? Est-ce que tu peux juste nous dire c'est où? Ça, c'est au camp de l'écho à Plantagenet. Je suis pas trop sûre en quelle année. Je Oui. pense que Félix peut le confirmer dans les commentaires. Puis dans le fond, c'était ça. Il y avait 4 participantes au camp. Il y avait qui ont été demandées de chanter une chanson avec Geneviève. Puis c'était la première fois que je chantais une chanson autochtone devant ben du monde. Puis je me rappelle avant, je capotais bien raide avec Geneviève. Puis elle me disait juste comme tu vas être capable, ça va être correct, tout va bien aller. Puis après, j'ai parlé à Rosalie avant, puis elle m'a juste dit, ben fais-les pour tes ancêtres. Puis Rosalie Saint-Denis, qui est la nièce à Félix. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme, oh my God. Puis là, je trouve que j'ai Wow. toujours gardé cette phrase-là que Rosalie me dit, genre, fais-les pour tes ancêtres, fais-les pour tes ancêtres. Puis c'est ça que j'ai fait, puis j'ai chanté devant du monde, puis c'est ça. Ça a bien C'est ça qui a été. donné la naissance. Ouais, je pense que ça a bien Ouais. été, là. Eh oui. Ouais. Ah, Félix, il dit c'est en 2018. 2018. Fait que Merci, Félix. c'est ça, c'est le camp de Plantagenet. Je m'en rappelle parce que, bon, Oui. une petite anecdote, puis après ça, je vais nous laisser aller vers l'épisode 7. Je me rappelle parce que l'épisode, le camp culturel à Plantagenet, moi, je pouvais pas y aller parce que je travaillais dans ce temps-là à la piscine de Plantagenet comme sauveteuse. Oui. Puis le camp était venu à la piscine. Fait que c'était comme si je travaillais et au camp en même temps. C'est quand même drôle. Fait que moi, je travaillais à la piscine, puis toute la gang de l'écho d'un pub se baignait. Fait que j'ai été là en tant que sauveteuse. Ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir parlé avec moi. C'était vraiment un plaisir. Vous êtes super intéressants. Pour vrai, moi, je vous considère comme des modèles pour la jeunesse. C'est beau qu'est-ce que vous faites. Vous êtes super bons. Kundera, t'es super bon dans la série. Mylène, dans les spectacles, t'étais super bonne. Fait que merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à toi. C'est gentil, merci à toi. Merci, bye bye. Et là, maintenant, pour l'épisode 7, mesdames et messieurs, moi, je dis toujours ça que c'est un de mes préférés, mais là, c'est parce que c'est le dernier, fait que ça fait vraiment un beau résumé de tout ça. On en apprend encore plus, surtout sur Étienne Brûlé, qui c'est... Moi, en l'écoutant, j'ai fait « Wow, OK, il y a des choses que je savais vraiment pas. » Étienne Brûlé, c'est vraiment un modèle de quelqu'un qui était courageux, qui était déterminé, qui voulait apprendre, il était curieux, tu sais, vraiment. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment, ça représente vraiment c'est quoi un Canadien, tu sais, il vient de plein de cultures, il a découvert, il est venu ici, il est vraiment intéressant. Il y a des belles choses dans cet épisode-là. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Ça parle beaucoup aussi du sud-ouest de l'Ontario. Alors, si tu viens du sud-ouest de l'Ontario, ben on va parler de ton coin, on va parler des villages comme Pincourt, des choses comme ça. On va voir aussi Jean-Sébastien et Jean-François, avec qui on a parlé il y a pas longtemps. On les voit là dans les scènes d'action, fait que vous allez les reconnaître. Vous allez voir des visages que vous connaissez. Ça montre quelques conflits aussi, des choses qu'on n'apprend pas beaucoup dans les cours d'histoire. Moi, au secondaire, on n'en parlait pas tant que ça, mais des conflits entre les peuples autochtones. Il y en a eu quelques-uns. On parle beaucoup des valeurs, de faire des compromis, de s'écouter, les valeurs du pardon. C'est des belles valeurs. Et aussi, on parle du camp culturel à Pintanguishene. Et aussi, vous allez voir, à un moment donné, on parle de Lucie Roy-Saint-Pierre. Et ça, c'est ma tante. Alors, c'est vraiment cute parce qu'il y a toute ma famille là-dedans. Il y a mes cousins aussi, à un moment donné, qui sont là. Jean puis François Saint-Pierre. Fait que Francis Saint-Pierre. Alors, vous allez voir, il y a toute ma famille là-dedans. Et vous allez me voir parce que, OK, quand il y a eu Andrea, l'autre fois, on a parlé de danse. Et j'ai dit que Félix, une fois, m'avait obligé. J'ai dit oui, mais tu sais, il m'avait dit, Evelyne, est-ce que tu veux, genre, aller danser avec Andrea? Puis je vais filmer ça pour le documentaire. Fait que vous allez voir le moment de gloire où je danse. Bon, je suis pas aussi bonne qu'Andrea. Ça s'en vient. Faudrait que je continue à me pratiquer un peu plus. Faudrait qu'Andrea me donne des cours peut-être parce que... Mais vous allez me voir danser dans le fond. L'anecdote que je racontais l'autre fois, vous allez la voir pour vrai. Alors, on va aller écouter l'épisode 7. Puis à la fin, ben, je vais pouvoir faire une petite conclusion, vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Puis surtout, mettez des commentaires, puis je vais vous lire, je vais en parler. Et là, il y a Charles, qui est le sauveteur en chef de la piscine, qui dit que je suis une bonne sauveteur. Alors,
Merci, Charles. Alors, on va aller écouter l'épisode 7 puis on se parle tantôt. Merci tout le monde, à tantôt. Kichimiigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'espoir au cœur, Samuel de Champlain était motivé par l'idée d'aller rencontrer les Atiwandarong, la nation pacifique. J'avais bien désir d'aller voir cette nation neutre. Les membres de chaque nation y sont les bienvenus et ils n'osent se contredire, ni faire aucune fâcherie. Champlain se fait insistant auprès des Pétuns et des Outaouais. Mais les peuples où nous étions m'en dissuadèrent. Cette fois-ci, Champlain a compris qu'il risquait de nuire à l'équilibre entre ces nations. En réalité, mes ancêtres Hurons et les Pétuns ne voulaient pas perdre leur rôle d'intermédiaire dans la traite des fourrures. L'explorateur et le missionnaire ne peuvent donc poursuivre leur voyage vers le sud-ouest. Ce rêve s'envole en fumée. Samuel de Champlain ne peut deviner que 3 générations plus tard, grâce à la Grande Paix de 1701, de nombreux Canadiens français partiront de Montréal en direction du sud-ouest ontarien. Ils y fonderont la colonie du Détroit. On parle de l'actuelle ville de Détroit aux États-Unis et de la région de Windsor, juste en face, en sol ontarien. C'est au Détroit que le père Potty a fondé dès 1749 la plus ancienne paroisse en Ontario, servant tout d'abord de mission auprès des Hurons. C'est pour cette raison que la rue qui se transforme en pont a été nommée Huron Church. C'est aussi à Windsor que les demoiselles Adhémar et Papineau ont ouvert la plus ancienne école de tout l'Ontario. Le Détroit, c'est la plus ancienne colonie française permanente de la province. Les descendants des familles pionnières, tels les Chauvin, les Réaume, les Meloches, les Bénéteau et les Joannis, ils parlent toujours la langue de Champlain avec fierté. Dans les années 1800, les plus jeunes des familles du Québec manquent de terre à cultiver dans leur province. C'est ainsi que, poursuivant le rêve de Champlain, de jeunes couples viendront défricher tout le sud du lac Sainte-Claire. On verra croître plein de villages francophones, tels Belle-Rivière, Saint-Joachim, Pointe-aux-Roches, Pincourt et Grande-Pointe. Lorsque le pain était court, les pionniers de cette région ont appris à travailler ensemble. De nos jours encore, grâce à l'arrivée de plusieurs francophones provenant entre autres des pays arabes, on voit croître les écoles franco-ontariennes. Tels les poiriers apportés de France par les Jésuites, la francophonie continue sans cesse à s'enraciner tout le long du Détroit et autour du lac Sainte-Claire, jusqu'à Sarnia. C'est l'essor de la jeunesse. Il paraît même que 80% des légumes en conserve que nous retrouvons à l'épicerie ont été fièrement cultivés dans ce coin de pays. Le sud-ouest de l'Ontario, c'est le jardin du Canada. Dans les années 1640, le missionnaire Jean de Brébeuf visitera plusieurs peuples le long de la rivière Thames qui traverse aujourd'hui la ville de London. D'ailleurs, une école de langue française de London portera le nom de ce célèbre jésuite. Qu'on s'en souvienne, lors de la chute de la Nouvelle-France au milieu des années 1700, la colonie française du Détroit est la seule des Grands Lacs qui n'a pas été abandonnée. Un peu comme les Gaulois d'Astérix, les francophones du Sud-Ouest ont conservé la potion magique de la joie de vivre de leurs ancêtres. Leur résistance passe par l'harmonie. Ils ont accueilli l'envahisseur comme de la visite chez eux. La Nouvelle-France habite toujours leur cœur. Puisqu'on a refusé de les emmener plus loin, Champlain et le Caron ont rebroussé chemin. Après un mois de visite, ils retournent vers Carhagouha pour rejoindre les Nipissing qui ont l'habitude de venir y passer l'hiver.
Champlain souhaite accomplir un de ses rêves, accompagner au printemps ses Nipissing dans leur voyage de troc à la baie d'Hudson. Il pourra enfin admirer cette fameuse mer du Nord. Mais je fus diverti par les nouvelles qui survinrent de notre grand village. Le projet de voyage à la baie d'Hudson est remis à plus tard à cause d'une urgence. Champlain s'est rendu à Cayagé où une violente dispute a éclaté entre les Algonquins du chef Iroquais et les Hurons. On me sollicita fort pour les mettre d'accord, disant que si je n'y allais pas, aucun d'eux ne reviendrait plus vers les Français. L'enjeu était majeur. Pendant 2 jours, Champlain devient un arbitre et va d'un clan à l'autre pour entendre leurs plaintes. Les Hurons ont offert un prisonnier iroquois aux Algonquins pour qu'il soit torturé, selon la coutume. Mais le chef iroquais l'avait plutôt traité comme son fils. Il avait probablement reconnu chez ce prisonnier le courage de son fils blessé par un ours et qui venait sans doute de mourir. Les Hurons s'en étaient insultés et sont allés tuer eux-mêmes le prisonnier. Les Algonquins ont à leur tour tué le Huron qui venait d'exécuter le prisonnier. Furieux, les Hurons ont attaqué des Algonquins. Ils prirent les armes et se transposèrent au temple des Algonquins, lesquels ils offensèrent fort, et où le dit capitaine Iroquais fut blessé de 2 coups de flèche. Les Algonquins, qui ne se sentaient plus en sécurité, ont été forcés à offrir des cadeaux pour acheter la paix des Hurons. Personne ne se sent quitte, et les 2 parties sont outragées. C'est une discorde à n'en plus finir. Œil pour œil, dent pour dent. Le 18 février, au 3e jour de pourparlers, Champlain réunit les porte-paroles Anishinaabe et Wendat. Il fait appel à toute son éloquence. Le meilleur est de pacifier le tout et de demeurer amis, unis et liés ensemble, pour résister plus facilement à vos ennemis. Pour la mort d'un homme, vous en mettez 10 000 en danger de mourir. Champlain expliqua aussi que, selon lui, l'honneur de tous était sauvé. Ces façons de faire entre 2 nations, des amis et des frères comme vous dites, est indigne entre des hommes raisonnables comme vous. Pour la première fois en 12 ans de relation avec ses alliés autochtones, Champlain a peut-être réussi à partager des valeurs importantes. Le compromis pour le bien collectif et surtout le pouvoir du pardon. Toute cette histoire fait penser à l'idole de mon père, Nelson Mandela. Ce grand Pacifique a réussi, par le pouvoir du pardon, à faire tomber la plus grande des injustices et la haine entre 2 peuples en Afrique du Sud. Si on veut marcher ensemble, nos pas ne peuvent être guidés par la vengeance. Mon père en sait quelque chose. S'il était resté en Afrique, il serait mort. Il a dû se réfugier ici au Canada. Et pourtant, il rêve de pouvoir m'amener avec lui un jour pour me faire découvrir le reste de notre famille, son village, son pays. En réglant ce conflit, Samuel de Champlain a dû être fier de son coup. Il a rétabli la bonne entente entre ses peuples alliés. Il venait de regagner leur confiance et leur respect, une des plus grandes valeurs dans la culture Anishinaabe et Wendat. Ce que ces peuples venaient de retrouver ensemble, c'est la communication. Depuis que je suis tout petit, mon père me compare à un compagnon de Champlain qui avait le tour de communiquer et d'obtenir la confiance chez les premiers peuples, Mathieu d'Acosta. Ce navigateur est non seulement le premier Noir connu à avoir participé à la fondation de notre Nouvelle-France ici au Canada, mais un homme qui était le pont entre des mondes totalement différents. Mon père Bernard, qui est un fier Acadien, me l'a souvent conté. Mathieu d'Acosta, c'est un personnage aussi mystérieux que Champlain. Mathieu était d'origine africaine et portugaise. Il était un interprète assez populaire car les Français l'embauchaient pour sa rapidité à apprendre des langues autochtones, dont celle des Micmacs en Acadie. Les Hollandais cherchaient aussi à l'embaucher. On peut donc croire que Mathieu savait parler au moins 5 et même 6 langues. Champlain aussi aimait bien bâtir des ponts entre les différents mondes. Il était en faveur du métissage des Français et des Autochtones. C'était pour lui une façon d'unir les peuples. D'ailleurs, Champlain trouvait les Autochtones heureux
est souvent supérieur aux peuples dits civilisés. En 2015, pour célébrer le 400e anniversaire de la présence française en Ontario, l'Écho d'un peuple est venu faire un spectacle à mon école. Mon ami Jean a eu le plaisir d'incarner un de ses ancêtres Micmac. Moi, j'ai eu l'honneur de jouer mon personnage préféré, le grand Mathieu d'Acosta. Samuel de Champlain a passé le reste de l'hiver 1616 dans la maison longue de Darontal. L'explorateur a enfin le temps d'écrire et dessiner les 4 saisons qu'il vient de vivre parmi les Autochtones. Lentement, le manteau blanc de mer la terre se dissipe. Les lacs et rivières ressurgissent. La nature revêt ses airs de fête avec l'arrivée du printemps. Les oies sauvages annoncent leur retour. Mais pour Champlain, cet hiver au monde fascinant des Wendat a dû passer très vite. Le 20 mai, Champlain, Thomas et Le Caron quittent Wendake pour retourner à Québec. Le chef d'Arontal les accompagne. Nos sauvages s'assemblèrent pour nous reconduire à notre habitation et fûmes 40 jours sur les chemins. En parlant de l'Ontario, Samuel de Champlain écrira « Le pays est fort plaisant en son printemps, chargé de grandes et hautes forêts, de plusieurs belles et grandes rivières. » Champlain a hâte de retrouver à Québec son vieil ami Pont-Gravé. Ils feront voile pour arriver à Honfleur en septembre. Cette grande expédition sur la Kichisipi, sur la mer Douce et sur les Grands Lacs sera le dernier voyage de ce grand rêveur. Fini les explorations vers la Chine. Samuel de Champlain se concentrera maintenant sur son plus grand rêve, coloniser sa nouvelle France. Et c'est ainsi que Champlain reviendra au Nouveau Monde au printemps suivant avec la famille des premiers colons canadiens, celle de Marie Rollet et Louis Hébert. Aux côtés du tri indigène qui a toujours fièrement habité les forêts ontariennes, le lys de France viendra prendre racine pour de bon et se multiplier lui aussi chaque printemps. Chez les fleurs, le lys et le tri sont de la même famille. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé à Étienne Brûlé? À la fin du mois d'avril, avant qu'il quitte le pays des Hurons, Champlain apprend que les guerriers Wendat qui avaient accompagné Étienne étaient de retour. Or, Étienne serait resté auprès des Andastes. Mais que faisait son garçon? Évitait-il Champlain par honte de son retard à la bataille? Visitait-il plutôt le pays plus au sud pour y tisser des liens avec les peuples? 3 ans plus tard, Champlain renouera avec Étienne aux Trois-Rivières. Étienne lui racontera que les Andastes ont pris trop de temps pour le rituel d'avant-guerre. Ainsi, ils sont arrivés trop tard pour la bataille à Syracuse, soit le 18 octobre. Étienne est retourné avec les Andastes en Pennsylvanie pour y passer l'hiver et pour explorer le territoire. Avec ses guides, il aurait descendu vers le sud et se serait même rendu jusqu'à l'Atlantique par la baie de Chesapeake. Il y aurait rencontré des peuples qui souhaitaient devenir amis avec les Français, disant maltraités par les Hollandais. Étienne raconte tout ce périple à Champlain et aussi comment, sur le chemin du retour vers la Huronie, il a survécu de justesse à la mort. En marchant avec une poignée d'Andastes, Étienne fit la rencontre d'une bande de Tsonotouans, des Iroquois ennemis qui les ont attaqués. Étienne se mit à courir de toutes ses forces et s'est écarté de ses compagnons. Il était rendu seul, errant dans les bois durant quelques jours, sans manger. Il rencontra fortuitement 3 sauvages chargés de poissons. Il se hâta de courir après eux. Il commença à crier, telle est la coutume. Le dit Brûlé les rassura. Ils pouvaient parler leur langage. Ils eurent comme de la pitié et de la compassion pour lui offrant toute assistance. Et le menèrent même jusqu'à leur village, où ils lui donnèrent à manger. Il lui fut demandé s'il n'était pas de la nation des Français qui leur faisait la guerre. Et il leur fit réponse qu'il était d'une nation meilleure qui ne désirait que leur amitié. Ce qu'ils ne voulurent pas croire, mais se jetèrent sur lui.
contre la volonté de leur chef. Ils lui arrachèrent les ongles avec les dents, lui arrachèrent la barbe, poil par poil, le brûlèrent avec des tisons ardents. En grandissant parmi les Wendat, Étienne a appris qu'il fallait démontrer son courage en chantant son Adonoué, son propre chant de la mort. Les guerriers les plus braves au poteau de torture sont parfois épargnés et adoptés par une mère pour remplacer un fils perdu au combat. L'un des sauvages avisa un Agnus Dei qu'il avait pendu au cou. Il voulut l'arracher, mais le dit brûlé lui dit « Si tu prends ma médaille et me fais mourir, tu mourras subitement et tous ceux de ta maison. » Le jeune Sonotuan prit la médaille pour l'arracher. Mais Dieu fit que le ciel serein et beau se changea subitement en obscurité et se chargea de grosses et épaisses nuées qui se terminèrent en tonnerre et éclairs si violents que c'était une chose étrange et épouvantable. Dieu était courroucé contre eux de l'avoir ainsi maltraité. Les sauvages abandonnèrent le dit brûlé. Le capitaine le délia. Et c'est ainsi qu'Étienne Brûlé venait d'être sauvé par miracle. Étienne raconte qu'on soigna ses blessures et qu'on l'invita à tous les festins, toutes les danses et toutes les réjouissances. En quittant ce village iroquois pour poursuivre sa route vers la Huronie, Étienne promit une chose à ceux qui avaient voulu le tuer: les mettre d'accord avec les Français, ainsi qu'avec leurs ennemis Wendat et Anishinaabe, de leur faire jurer amitié les uns envers les autres. C'est ainsi qu'Étienne Brûlé aurait peut-être amorcé le premier discours diplomatique réussi entre les Iroquois et les Français. Dans tout l'univers de Champlain, ce jeune homme est de loin celui qui fut le plus tiraillé entre toutes les nations. Étienne Brûlé, premier éclaireur venu d'outre-mer, était tellement jeune lorsqu'il est devenu le pont entre tous ces mondes. Il était essentiel pour tous, mais de plus en plus incompris. On ira même jusqu'à le percevoir comme un traître. On a souvent tendance à punir le messager. Or, cette fois-ci, Étienne se vit féliciter chaleureusement par Champlain, qui l'encourageait à poursuivre sa mission. En fait, prisonnier au cœur du village de l'ennemi iroquois, Étienne n'avait-il pas essayé d'établir la paix sans avoir lui-même pris les armes? Ami de tous les peuples, n'était-il pas en train de créer un nouveau monde plus humain? Ne donnait-il pas une véritable vie au rêve de Champlain? Une chose est certaine, il ressemblait à tellement de jeunes francophones d'aujourd'hui, entourés, enrichis et même métissés de plusieurs cultures différentes. Étienne savait-il que son rôle d'ambassadeur interculturel allait un jour lui coûter la vie? Étienne Brûlé avait quitté sa famille comme un rebelle qui rêvait de changer le monde. C'est assurément un homme d'action fidèle à ses familles d'accueil de toutes les origines. Étienne Brûlé, c'est l'incarnation de l'ouverture d'esprit totale aux différentes cultures. Et enfin, c'est un homme libre. Mais surtout, en plus de devenir, sans même le savoir, le premier franco-ontarien, Étienne aurait donné naissance en sol ontarien à un nouveau peuple, ni tout à fait français, ni tout à fait indien. Le peuple métis. Pour la fête de mes 14 ans, mon grand-père Yves m'a fait toute une surprise. Il m'a inscrite à un grand rassemblement de la troupe de l'Écho d'un peuple qui se déroulait en Huronie. J'étais vraiment contente. J'ai eu la chance de me faire des amis qui venaient de partout en Ontario. De Cochrane, de Toronto, de Castleman, de Windsor, puis même de Wawa. Mais j'ai surtout eu la chance de visiter le pays d'une partie de mes ancêtres, les Wendat. À Medlin, on a visité le musée Huronia, où on a eu la chance de faire toutes sortes d'activités traditionnelles, comme le faisaient mes ancêtres. Ça m'a aidé à comprendre plein d'anecdotes du journal de Champlain que m'avait raconté mon grand-père. Et j'ai été tellement impressionnée par un gros village historique nommé Sainte-Marie au pays des Hurons. Quand tu rentres à Sainte-Marie, c'est incroyable. C'est comme si tu retournais dans le temps.
On a rebâti plein d'édifices dans le style des pionniers, comme Champlain. Fondée en 1639, Sainte-Marie-aux-Hurons était la plus grande mission des Jésuites. On y retrouve aussi des jardins comme à l'époque, 2 maisons longues, des séchoirs à poissons et des wigwams algonquins dans lesquels vivaient mes ancêtres Anishinaabe. On n'a pas assez d'une journée pour tout visiter quand tu prends le temps de parler avec les guides en costume d'époque et d'essayer toutes les activités comme fabriquer des chandelles ou des capteurs de rêve. Faut absolument que tout le monde ait la chance de visiter tous ces trésors en Huronie. C'est comme si on revit la rencontre de 2 mondes, voilà près de 400 ans. Quand on n'était pas en visite, on a suivi une foule d'ateliers artistiques avec des animateurs de l'Écho d'un peuple à l'école secondaire Le Caron à Pénétaigne. C'était pour découvrir comment notre culture est métissée de tellement de richesses françaises et autochtones. On a eu la visite d'un chansonnier du Festival du Loup de la Fontaine. C'est Michel Paiement. Sa chanson Wendat m'a beaucoup touchée. Ça raconte comment la vie de mes ancêtres Wendat a été changée à jamais avec l'arrivée des Français. Le voyageur Christian Pilon était là lui aussi. Par l'humour et par un cri du cœur, il nous a ouvert les yeux sur la réalité, pas toujours drôle, que vivent les Autochtones aujourd'hui. La métisse Carole Pagé est membre du Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario. Fière de ses ancêtres de Kitigan-Zibi, elle a partagé des légendes traditionnelles. En grandissant au Niagara, Lucie Roy Saint-Pierre est tombée amoureuse des danses traditionnelles. Cette métisse nous a enseigné des danses apprises du Huron-Wendat Christian Lavaux. Ce dernier fait maintenant le tour du monde avec le Cirque du Soleil. J'ai aussi rencontré une leader dynamique de Sudbury qui s'appelle Mélanie Smith. Mélanie travaille à encourager les jeunes qui ont des racines autochtones à affirmer fièrement qu'ils sont des métis. À ses côtés, il y avait Justine qui vient d'Orléans. Depuis qu'elle a eu la chance de bâtir un canot d'écorce avec Christian Pilon, Justine participe à plein d'activités au Centre de l'amitié Wabano à Ottawa. Un de mes coups de cœur est allé à Cathy Tanguay d'Ottawa. Originaire de l'Abitibi, Cathy nous a expliqué comment c'était un défi de redécouvrir sa culture autochtone lorsque tes parents ont passé à travers les pensionnats pour Indiens. J'ai rencontré une femme forte qui se nomme Geneviève Ross de Mississauga. C'est une fière métisse et une pompière qui nous a motivés à capter nos rêves. Puis, un voyageur du sud-ouest de l'Ontario m'a ouvert les yeux sur l'amour de notre culture française. C'est Jay Bailey. Cet anglophone aime tellement notre culture canadienne-française qu'il l'a adoptée comme la sienne. Je me suis fait plein d'amis fiers de leurs racines, comme Katia de Sudbury. J'ai beaucoup appris d'Andrea qui vit sur la réserve Nipissing. Elle fait des danses traditionnelles depuis qu'elle a 2 ans. Depuis ce temps-là, Andrea et moi, on se revoit chaque année à un powwow, que ce soit à Aquasesne près de Cornwall ou chez elle à Garden Village. On a aussi eu le plaisir de célébrer notre fierté franco-ontarienne avec une famille fière et métissée, les Saint-Pierre. En visitant Sainte-Marie au pays des Hurons, mon nouvel ami Elio de Windsor m'a parlé d'un autre village de style iroquois Haudenosaunee dans sa région du sud-ouest, près de London. C'est le magnifique village Scanadot. En plus de maisons de pionniers comme celle de mes ancêtres d'origine européenne, on peut entrer dans une immense forteresse, visiter 3 maisons longues d'une époque un peu plus ancienne et faire une foule d'activités. Savez-vous quoi? Je pense que ce serait l'endroit idéal pour y tourner un film sur Samuel de Champlain. Ce voyage au pays de mes ancêtres autochtones et dans le berceau de mon histoire franco-ontarienne a changé ma vie. J'étais là, en Huronie, exactement 400 ans après Samuel de Champlain et Étienne Brûlé, et j'ai enfin compris. Tout ce que ma coco Manaé m'avait enseigné,
puis toutes les vieilles histoires que mon grand-père Yves m'a racontées, ce sont des morceaux de mon identité à moi. En marchant avec mes nouveaux amis dans les maisons longues, j'ai senti que mes ancêtres français et autochtones me parlaient. Oui, malgré le choc produit par la rencontre entre deux mondes voilà 400 ans, l'amitié qui s'est tissée entre les Français et les Premières Nations résonne au plus profond de nous encore aujourd'hui. Tout au long du reste de sa vie, Samuel de Champlain aura du fil à retordre pour maintenir en vie son projet, créer une colonie française en Amérique. Un monde nouveau qui grandira de génération en génération. Dupé par les marchands, pris au milieu de conflits entre rois et nations, parfois trahi par les siens et carrément négligé par la France, Samuel devra traverser 27 fois l'océan pour poursuivre son rêve d'une nouvelle France. Les valeurs humaines les plus chères de ce grand visionnaire deviendront la base du Canada moderne. Et son œuvre nous inspire encore, parfois même sans qu'on le sache. Samuel de Champlain est mort à Québec le jour de Noël 1635. Aujourd'hui, on ne sait même plus où cet homme aux 1001 visages fut enterré. Au soir de sa vie à Québec, juste avant de mourir, le grand Champlain a confié à ses vieux amis Anishinaabe: Un jour, nos garçons marieront vos filles, et nous ne serons plus qu'un seul peuple. En Ontario, les premiers enfants de sang français sont nés métis. Ce sont ceux d'Étienne Brûlé, celui que Champlain surnommait Mon garçon. notre regretté grand-père William Commanda de Kitigan-Zibi, le chef spirituel des Algonquins Anishinaabe, nous a transmis, jusqu'à son dernier souffle, son grand rêve de l'unification des peuples. Comme moi, de plus en plus de gens sont fiers d'incarner le rêve de ces hommes de vision, fiers d'être métis. Qu'on soit nous aussi des sans-mêlés ou de fiers héritiers, on porte tous en nous le courage des Samuel de Champlain qui ont rêvé de ce nouveau pays. Et si on le choisit en ouvrant notre cœur pour faire tomber tous les préjugés, on peut aussi porter en nous la sagesse des Anishinaabe. Que nos ancêtres viennent d'Europe, d'Arabie, d'Asie ou d'Afrique, ces gens vrais nous accueillent toujours ici, sur le dos de la grande tortue, l'Amérique. Sur les sols brûlés, on peut cultiver ensemble un jardin d'idéaux, un monde encore plus beau. Ensemble, on a le pouvoir de capter nos rêves. Malgré le froid et les défis, malgré les conquêtes, les déportations et les règlements injustes cherchant à tout effacer, la Nouvelle-France de Champlain est devenue beaucoup plus qu'un rêve. C'est l'idéal qui unit nos enfants et qui anime leur avenir. Ce nouveau monde encore meilleur rayonne avec puissance dans le cœur, les gestes et les paroles de millions de francophones et de francophiles partout en Amérique. Les Antilles jusqu'au Grand Nord, de Saint-Pierre et Miquelon jusqu'au Yukon, Comme partout ici au Grand Lac, sur la mer Douce et sur les rives de la Kitchissippi. Kichimiigwech, Kitchissippi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, toi le rêveur, fus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, Montant ensemble la grande rivière. Accroche à ton grand rêve, bagaillons, jusqu'au bout de la terre, destinons ce nouveau monde, cette nouvelle France, comporte en nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion.
siècle suivant. Un jardin d'idéaux, un monde plus beau, le rideau se lève sur un monde nouveau. Oh, 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 oh. Comme noyé, cheval et l'onceau, devant nos yeux chute le rideau. Pour contourner les bleus de la vie, on rêve trop haut, on cueille ses... Rebonjour. J'espère que vous avez aimé l'épisode 7. Ça conclut tellement bien nos 7 premiers épisodes de l'écho d'Evelyne. Là, j'ai quelques petites notes à vous donner. Il y a plein de choses que Félix a dit pendant qu'on écoutait que je tiens à dire parce que c'est vraiment intéressant. Il parle par exemple des places où ça a été tourné. La scène avec les maisons longues dans l'épisode 7 a été tournée à Huronia. Il y a beaucoup de scènes aussi filmées à Sainte-Marie au Pays-des-Ronds, à Scanadot. C'est tous des lieux où vous pouvez aller les visiter. Ça vaut la peine d'aller voir ça, c'est super beau. Il y a des gens là-bas qui sont là pour vous expliquer comment ça se passait vraiment, les villages autochtones. C'est vraiment intéressant. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça. Aussi, moi, je sais pas si vous voyez à la fin de l'épisode, à un moment donné, je suis debout, puis là, je regarde, puis quand je la jouais, parce que j'étais quand même jeune, j'étais comme, je trouve ça cool, puis tout, puis là, en l'écoutant, je fais comme, OK, là, je comprends vraiment qu'est-ce que Félix voulait faire avec cette scène-là. Je trouve ça beau à écouter parce que ça c'est tellement fou pour moi d'avoir joué mes ancêtres à moi, puis d'avoir pu vraiment honorer, un peu comme Mylène disait au début, de le faire pour ses ancêtres. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment beau. C'est une scène que j'adore. Puis aussi, Félix il a dit merci beaucoup. Dans la série, il y a eu 900 acteurs, qui soient autochtones ou franco-ontariens, des jeunes des écoles, peut-être des gens qui écoutent en ce moment, qui ont joué dans la série. Fait que merci à ces 900 acteurs-là. C'est tellement une belle production. C'est magnifique. Ça a vraiment été très bien réalisé. C'est super beau. Tous les épisodes sont sur YouTube. Alors, si jamais vous voulez les réécouter, c'est tout sur le YouTube de l'Écho d'un peuple. Puis aussi, c'est vraiment impressionnant, puis c'est vraiment magnifique d'écouter ça, puis de voir que maintenant, en 2020, le but de Samuel de Champlain est accompli. Tu sais, son but, ça le dit, c'est un jour, nos garçons marieront vos filles et nous formerons plus qu'un seul peuple. C'est exactement ça. On est rendu un peuple. Les Canadiens, les Franco-Ontariens, c'est vraiment, on est une gang entre nous, toutes nos différences, tout ça mis ensemble, ça fait qui on est. C'est tellement beau à voir. Moi, je trouve ça magnifique que maintenant, en 2020, ça s'est accompli. On est rendu là. Samuel Le Champlain, tu sais, il a visualisé ça. Il a traversé 27 fois, là. 27 fois entre le Canada puis la France. C'est beaucoup de temps en bateau, OK? C'est long, là. Fait que c'est quelqu'un qui est dévoué puis qui a réussi son but de créer vraiment un nouveau pays, avec des gens qui sont fiers, puis tout ça. Alors, c'est vraiment beau. Je tiens à remercier parce que les 7 premiers épisodes de l'Écho d'Evelyne, ça a été magnifique. J'ai vraiment eu du plaisir à le faire. Ça a été grâce à plein de gens. Premièrement, grâce au Réveil, aussi grâce à l'Écho d'un peuple, Félix Saint-Denis aussi qui m'a beaucoup aidé. Grâce au CSDCO, grâce à tous les autres conseils scolaires de l'Ontario, grâce au ministère de l'Éducation, grâce à vous, les auditeurs. Merci de m'écouter. Je suis tellement heureuse. Il y a des familles qui m'écoutent, il y a des jeunes qui m'écoutent, il y a des gens un peu plus âgés qui m'écoutent. Tant qu'il y a des gens qui écoutent, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau. Je suis tellement heureuse que vous m'écoutez pendant que moi, je suis dans mon salon, très relax à vous parler. Je trouve ça magnifique. Et ben merci beaucoup à tous les artistes, les aînés autochtones qui nous ont guidés, qui nous ont montré des belles choses, qui nous ont fait des formations. Là, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a plein. On en a nommé beaucoup dans l'épisode 7, mais il y a Carole Pagé, Christian Pilon, Cathy Tanguay, Lucie Roy-Saint-Pierre, il y a Gilles et Anaé. Il y a plein de monde qui nous ont aidés, qui nous ont montré plein de choses. J'ai appris tellement de choses grâce à l'Écho de Web, grâce à ces artistes-là. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, et là, je vous l'annonce parce que ça va être magnifique parce que ça va continuer, OK, l'Écho d'Evelyne pour au moins 4 semaines, OK? On va continuer l'Écho d'Evelyne avec d'autres vidéos de l'Écho de Peuple. Alors, l'Écho de Peuple, ils ont une série qui s'appelle Toutes mes relations. C'est des petites capsules de 15 à 20 minutes. Alors, on va écouter ça. La semaine prochaine, on va commencer avec la capsule 1 qui s'appelle les Anishinabés et les cris. Alors, on va vraiment apprendre par rapport à ces deux peuples-là. Moi, les Anishinabés, ça fait partie de mon héritage à moi. Alors, je trouve ça super intéressant. Et dans le fond, on va commencer avec l'épisode de Toutes mes relations qui est 15 minutes. Et ensuite de ça, on va faire une entrevue. Je vais recevoir 2 invités. On va avoir des bonnes discussions. Ça va être super intéressant. Puis c'est vraiment, Toutes mes relations, c'est vraiment un peu plus pour les gens de 12 ans et plus. Alors, c'est plus pour peut-être de la 7e à la 12e année. C'est des sujets un petit peu plus sérieux. On va aller un peu plus loin dans les sujets. On va avoir vraiment des
des bonnes discussions par rapport à ce sujet-là. Tu sais, on va parler des belles choses qui sont arrivées dans l'histoire, mais on va aussi toucher aux choses qui sont un peu moins belles, des choses qu'on en a parlé un petit peu dans les épisodes de l'Écho d'Evelyne, mais là, on va aller un peu plus loin là-dedans. On va avoir un épisode sur les personnes autochtones, on va avoir des épisodes sur les difficultés des gens qui vivent sur des réserves dans le Nord où des fois, il y a des choses comme il manque d'eau, des choses comme ça. Alors, on va aller un peu plus loin dans ces sujets-là. Ça vaut la peine de l'écouter. Alors, j'ai vraiment hâte de parler de ces choses-là avec mes invités. On va aller chercher des invités magnifiques, des invités qui connaissent vraiment leur sujet, qui sont intéressants, qui ont vu ça de leurs propres yeux. Alors, ça va être super intéressant. Alors, merci beaucoup tout le monde d'écouter encore une fois. On se voit mardi prochain à 13h. Et encore une fois, c'est un plaisir. J'adore l'Écho d'Evelyne, j'adore cette émission et je vous adore. Alors, merci beaucoup, cher public, et à la prochaine. Bye bye.